Notre monde va mal. Trop de familles sont en deuil d'avoir perdu un de leurs proches. Je prie tous les jours pour que le ciel puisse atténuer la douleur de toutes les personnes qui souffrent en ce moment. En plein confinement, je ressens en permanence une reconnaissance infinie pour toutes celles et ceux qui continuent de travailler malgré le danger pour assurer nos besoins essentiels. La liste de ces personnes est si longue. Merci. Merci du fond du cœur. Votre courage au quotidien a provoqué en moi une énergie supplémentaire pour réaliser avec plus de rage ce documentaire. Malheureusement, mon travail ne contribuera pas à sauver des vies. Mais à travers ma modeste démarche, je souhaite vous offrir un moment d'évasion dans votre courageuse mission d'assurer notre sécurité. Je ressens de la souffrance à chaque mauvaise nouvelle. J'ai donc hésité à publier cette vidéo de crainte que mon intention bienveillante soit mal interprétée. Car ce que je vous propose en vidéo est en décalage avec l'actualité du coronavirus. Je ne veux offenser personne. J'ai juste envie d'apporter un peu de sourire dans notre quotidien devenu difficile. Courage à vous tous. Je vous transmets toute mon énergie pour que cessent à jamais nos souffrances. On s'est quitté la dernière fois dans la ville de Takasaki. Après avoir découvert sa gare et son ingénieux système de paiement sans amende, j'ai dégusté le fameux plat japonais appelé kamameshi avant d'aller explorer le mystère des poupées d'Aruma. Bien que j'ai eu l'honneur de rencontrer le grand maître Nakata qui m'a enseigné l'art de peindre cette poupée sacrée, j'ai aussi appris que sa fille était un chaton plus que mignon et malheureusement absente lors de ma visite. Bref, l'amour peut attendre, je me rends désormais à Itoigawa pour vous faire découvrir le fameux crabe des neiges. Voici la suite. Ce voyage me fait voir tant de paysages. Installé confortablement dans le Shinkansen, je me laisse captiver par cette agente de contrôle de billets, dont l'attitude si courtoise avec les passagers me donne presque envie d'inventer une excuse pour me faire verbaliser. J'arrive bientôt à Itoigawa, une charmante ville située sur la côte de la mer du Japon. Sa particularité est qu'elle est située au-dessus d'une faille appelée Fossamania, où les plaques eurasiennes et nord-américaines se rejoignent. Une situation donc exceptionnelle qui confère à la ville d'Itoigawa des cadeaux de la nature hors du commun et uniques au Japon, comme la pierre de jade ou encore des sources d'eau chaude d'origine volcanique. Et pour illustrer mon propos, une fois arrivé à la gare d'Itoigawa, je me dirige vers l'hôtel Kunitomi pour vous montrer un onsen pas tout à fait comme les autres. J'ai passé la journée en relaxation totale. Pour éviter de rencontrer d'autres clients dans cet hôtel de luxe, je suis descendu peu après minuit dans le grand onsen. Vous commencerez par choisir un casier pour déposer vos affaires personnelles et conservez bien la clé avec vous. Ensuite, choisissez un panier pour vos serviettes. Une fois que vous aurez terminé votre bain, vous avez tout ce qui est nécessaire pour vous sécher avant de retourner dans votre chambre et dormir. Pour plus de discrétion, j'ai embarqué avec moi une mini-caméra pour vous montrer l'intérieur des bains. Vous m'excuserez donc par avance de la qualité très relative des images. Avant de rentrer dans le bain, il faut commencer par bien se laver. Voici la deuxième salle pour effectuer ce rituel. J'ai très chaud, mais je sens que mon corps s'habitue de plus en plus vite à la température ambiante. La richesse unique de ce onsen est que son eau provient de la fameuse faille Fossamania, qui coupe le Japon en plein milieu. Cette eau, qui jaillit à 1000 mètres sous terre, a une température très élevée, et elle est de très bonne qualité. Nulle part ailleurs au Japon vous ne trouverez une eau d'origine volcanique aussi singulière et dont la réputation est de guérir l'esprit et le corps en douceur. En parlant de mon corps, je l'ai nettoyé avec vivacité afin de le purifier et vivre l'expérience jusqu'au bout. Je pénètre enfin dans le bain en extérieur. Je n'en crois pas mes yeux devant la beauté de l'agencement des pierres. Il fait à peine 1 degré dehors, et le sol est si glacial que je m'empresse d'atteindre l'eau volcanique pour être au chaud. La tête dirigée vers le ciel étoilé, je me sens seul au monde avec la lune. Je n'ai jamais senti pareille sensation avec l'eau. Celle-ci a pour vertu de guérir les douleurs musculaires et articulaires, ainsi que les maladies chroniques de la peau.
Désormais apaisé, je m'en vais passer ma première nuit à Itoigawa. Vous m'excuserez de mon teint, de ma coupe un peu bizarre, mais je viens de me réveiller. Actuellement, il est 7h40. Je me suis réveillé un peu tard. Je devais me réveiller à 7h pour me préparer et commencer ma journée. Là, je découvre ma chambre. Enfin, si on peut appeler ça une chambre, parce qu'en fait, c'est carrément un appartement où je vis. Voilà, je suis en train de constater, puisqu'hier, j'étais tellement fatigué que je suis tombé tout de suite dans le futon dès que je l'ai vu. Et là, quand on ouvre les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit un appartement immense, avec une terrasse, avec un siège, un endroit pour se détendre, une table avec 4 places, mon futon en plein milieu de la pièce principale. Après vous avoir montré très brièvement mon logement, il faut que je vous montre un endroit simple, mais qui m'a vraiment surpris, car extrêmement reposant. Vous avez vu? Un bain japonais, juste en face d'une vue comme ça, sur les montagnes, tranquille. En plus, il y a de la neige là-bas. Alors le principe est le même, on nettoie d'abord son corps, et après on rentre dans le bain bien chaud. Et puis si on est un peu courageux, on ouvre la fenêtre parce que là, la vue est splendide. Alors quand je vois ce futon, je serais bien tenté de dormir. J'étais bien dedans. La journée démarre sur les chapeaux de roue. En prenant le bus très tôt ce matin, je quitte l'hôtel pour me rendre au musée Fossa-Mania où j'apprendrai comment les îles japonaises se sont formées et découvrir une immense collection de pierres de jade. Ensuite, je continuerai ma route vers le rocher sacré Benten-Iwa pour comprendre son histoire. Après une visite au marché Marine Dreamnu, j'irai déguster le crabe des neiges. Enfin, ma journée s'achèvera au musée d'art de Tanimura où j'apprendrai à créer un bracelet en pierres précieuses avant de me rendre dans le fameux jardin de jade. Pendant que les experts répondent à toutes nos questions de reporters, j'avoue être distrait par le beau temps et observer le paysage à travers la fenêtre. Itoigawa est une petite ville de 43 000 habitants et possède à son palmarès 2 records mondiaux. Elle est connue comme l'une des plus anciennes régions productrices de jade au monde et c'est justement ce que je vais vérifier. Pourquoi la pierre de jade est devenue aussi importante au Japon au point d'être sélectionnée comme pierre nationale du pays depuis 2016? La réponse se trouve ici, à Itoigawa. Cette ville est habitée depuis la période préhistorique Jomon au Japon. Pendant tout ce laps de temps, les habitants d'Itoigawa ont collecté des pierres de jade le long de la côte et des rivières de la région qu'ils ont façonnées en de belles perles, marquant ainsi le début de la plus ancienne culture de jade du Japon. À ce jour, Itoigawa est connue comme l'une des plus anciennes régions productrices de jade du monde et des milliers de visiteurs viennent chaque année pour voir l'incroyable beauté des gorges de jade de Kotakigawa, le plus grand gisement de jade du Japon. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous décrire ce qu'est la pierre de jade, son origine, sa signification et ses légendaires vertus. Autrefois, dans la Chine ancestrale, lorsqu'une personne possédait un bijou ou tout autre objet en jade, il avait l'espoir d'accéder à la dignité de l'Empire. Chez les Indiens, le jade était utilisé pour soigner les douleurs situées au niveau des reins. Chez les Maoris, le jade a été utilisé pour tailler des outils, des haches ou fabriquer des cadeaux diplomatiques. Aujourd'hui, cette pierre est utilisée pour la confection d'ornements et de bijoux. Son nom fait référence aux croyances indiennes, selon lesquelles le jade soignait les problèmes néphrétiques. Dernière chose à retenir, on distingue 2 types de jade. Le jade néphrite, censé être une pierre qui guérit la maladie, et enfin le jade jadéite, plus dur, plus dense, plus rare, est considéré comme plus précieux. Dès mon entrée au musée, je tombe sur la roche originale du jade, telle qu'on la découvre dans les gorges de jade d'Omigawa. Il y a 250 millions d'années, la plaque océanique a poussé sous la plaque continentale. La jadéite, en turquoise coloré sur le schéma, qui avait été créée profondément en dessous, est remontée à la surface. Itoigawa posséderait donc dans ses entrailles le plus vieux jade au monde. Toutes les pierres que vous pouvez trouver ici dans le musée proviennent tous de Itoigawa. Quelle beauté!
Avant ma venue à Itoigawa, je ne connaissais rien à la pierre de jade. Depuis que j'ai appris en détail son histoire, j'ai aussi compris l'histoire géologique de notre planète. Chaque rocher a un nom, un âge, un lieu de naissance, et qu'il n'y a pas juste un rocher. Chacun raconte l'histoire de nos ancêtres. Et bien au-delà de sa valeur matérielle, il possède une valeur historique qui est à mes yeux inestimable. Toutes les pierres sont présentées comme des bijoux sur des supports en cristal. Je trouve ça merveilleux. Et l'attraction de la pièce où je me trouve, vous trouverez un exemple de pierre de jade dont la valeur est estimée à au moins $1 million. Ouais, bah, j'espère que ces pierres de jade sont bien fixées, hein, sinon ça nous tomberait sur la tête. Dès qu'on parle de jade, eh ben, je pense immédiatement à la Chine, au Vietnam. Mais j'aurais jamais imaginé que la pierre de jade deviendrait un jour la pierre nationale au Japon. J'approche d'un écran interactif impressionnant par sa taille. Bien qu'à la base, je ne suis pas forcément fan de géologie, il a fallu qu'une technologie intelligente soit créée pour que mon intérêt change sur ce domaine. En effet, les concepteurs de ce musée ont réussi à expliquer de manière attrayante la formation des îles japonaises, la naissance des volcans et les entrailles d'Itoigawa. Vous êtes comme moi, vous n'y connaissez rien à la jade, eh bien les Japonais, ils ont pensé à tout. Dans ce musée, j'ai envie de vous montrer un truc. Pour les nuls comme moi, ils ont trouvé une astuce assez intelligente pour nous apprendre plus sur la pierre de jade. Alors, vous voyez devant moi, eh bien, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un sushi bar. Regardez. Vous vous asseyez ici. Moi au départ, j'avais faim, et ben non. Et ben c'est pas un sushi bar, vous voyez bien le tapis roulant devant moi. Alors je vais attendre un peu. Vous allez voir, va apparaître un verre. Et ben non, c'est pas un verre pour boire. Non, pas du tout. C'est marqué quoi? L'histoire de la jade. Alors vous prenez un verre comme ça, vous le posez sur la plaque noire ici, et à un moment donné, sur l'écran, vous allez avoir un questionnaire. Alors on vous demande niveau élémentaire, intermédiaire ou high level. Donc là j'appuie sur le niveau élémentaire. Et donc, oh là là, la première question commence. Which bird is related to jade? Bush, warbler, kingfisher or parrot? Je vais essayer kingfisher. Allez. Oh yes! Premier point. Alors l'écran d'après, c'est, il me donne la réponse avec une explication. The kanji Chinese character of jade originally means a kingfisher. J'ai eu un premier point. Allez, deuxième chance. Quand est-ce que la jade a été utilisée la première fois au Japon? Il y a 1200 ans, 2000 ans, 7000 ans. À votre avis, j'appuie sur quoi? Vite. Allez, 1200 ans. Oh, 7000 ans. Bon, écoutez, je vais arrêter ici parce que je pense que je serai jamais millionnaire. À qui veut gagner des millions? Après m'être instruit sur la pierre de jade, je longe les côtes face à la mer du Japon pour atteindre le rocher de Benten Niwa. Ce qui me frappe depuis que je suis à Itoigawa, c'est le climat si doux, voire plutôt chaud, alors que nous sommes en pleine saison d'automne. Quand je regarde la mer à travers les vitres du bus, je ressens immédiatement un bien-être intérieur et extérieur. Par le biais de cette mer si ensoleillée et du culte shinto, je saisis le respect que les Japonais portent au fond d'eux pour la nature. Il n'y a aucun déchet sur les plages, ni sur les routes. Dans toutes les villes que j'ai visitées au Japon, j'ai toujours rencontré des lieux de culte. Cette fois, je vais me rendre à un récif volcanique qui accueille aujourd'hui la déesse de la mer. Le rocher de Benten Niwa est un dépôt d'écoulement pyroclastique qui a éclaté d'un volcan sous-marin issu de la faille Fossamania il y a environ 3 millions d'années. Le pont rouge que vous voyez est le pont d'Akebonobashi, qui relie le rocher au rivage. Je m'engage sur le pont pour atteindre l'île sacrée. Avant d'aller au bout, je me suis penché au-dessus de l'eau pour voir ce vert émeraude si particulier, qui contraste avec le rouge du Tori, marquant l'entrée dans le monde des divinités. Ah, l'air pur de la mer. Ah, profitez de ça. Moi, je suis en bas, mais je vous laisse regarder d'en haut, d'accord? Allez, c'est parti. Le sanctuaire, situé sur le rocher, est dédié à Ichikushima, la déesse de la mer. Celle-ci est depuis longtemps vénérée par les marins locaux,
Et le phare au sommet du rocher continue à servir aujourd'hui de guide important pour la sécurité du port. Je suis toujours au bord de la mer, il est temps de manger, je vais prendre le déjeuner et on va aller manger dans un restaurant de crabes. Il paraît que c'est une spécialité dans la région. On va aller voir à quoi ça ressemble. Situé entre les deux plus grands ports de pêche d'Itoigawa, Marine Dream Nou est l'endroit où aller pour déguster les fruits de mer les plus frais de la mer du Japon. Alors si vous aimez les fruits de mer, vous devez vous arrêter ici. Il y a des montagnes de crabes Benizuai rouges vifs, autrement dit des crabes des neiges rouges, fraîchement pêchés dans les eaux au large de la région de Nou. Achetez vos crabes directement dans l'un des étals de bateaux à crabes et dégustez-les directement sur place. Il s'agit du plus grand marché du genre sur la mer du Japon, avec 9 vendeurs différents. Bon je vais essayer le crabe. Le crabe des neiges de la région de Nou est pré-cuit et prêt à manger. Il suffit de le déchirer et de profiter de sa saveur riche et sucrée. La région de Nou est particulièrement célèbre pour le crabe Benizuai, une variété de crabe des neiges trouvée en abondance dans la mer du Japon. Vivant à des profondeurs allant jusqu'à 800 mètres sous la mer, ces crabes rouges vifs peuvent être pêchés et appréciés tout au long de l'année. Ah, c'est frais, c'est doux, c'est onctueux, c'est... Ah, j'ai hâte de manger du crabe en repas, mais rien qu'en dégustation, c'est super bon. Et là au moins, il est tout frais sorti de la mer. Là j'avais le temps de regarder un petit peu ce qu'on pouvait proposer dans les étals. Et maintenant, on va passer à table. Je me suis demandé pourquoi Itoigawa possède autant de crabes variés dans ses eaux. La réponse se trouve dans les exceptionnelles conditions géologiques de sa situation. En effet, Itoigawa étant localisé au-dessus d'une faille, le Grand Canyon créé par celle-ci constitue un habitat parfait et la température dans les profondeurs de la mer du Japon est idéale pour la reproduction du crabe des neiges. Bon, c'est pas tout ça, mais là, on est au bord de la mer, hein? Alors depuis tout à l'heure, je tourne autour du marché, on propose à manger, etc. Mais moi, j'ai envie de manger réellement mon repas. Alors je vous invite à manger un crabe. Alors, c'est un déjeuner au bord de la mer, il fait super chaud, il fait super beau. Et on va aller voir comment manger le crabe. Alors, je vais vous expliquer la procédure. J'ai eu une formation express. Et ce crabe-là, il n'est plus vivant. Alors, vous commencez à enlever cette petite partie-là. Voilà, parce que ça, c'est pas mangeable. Deuxièmement, vous prenez en fait toutes les pattes du crabe, vous les rassemblez comme ça, et vous tirez. Donc la tête, vous dégustez ça après avec une cuillère. Et ces deux parties-là, vous voyez, hop, vous les enlevez, parce que ça, c'est pas mangeable. J'enlève ça. Et à partir de maintenant, vous voyez toutes ces pattes-là. Vous commencez à craquer à peu près à 1 cm en fait, du bord. Vous allez voir, quand on craque ici, et là vous tirez. Ah, et voilà. Délicieux. Deuxième chance, vous voyez. À partir de là, vous craquez à 1 cm à peu près. Vous appuyez dessus. Yes. Et là j'ai réussi. Et donc, dans la tête, il y a un jus. Je vais tester. Et je pensais que c'était plus salé que ça, mais en fait non. C'est doux, mais... Ah, délicieux. Je vais finir ça à la cuillère. Voilà. Les crabes des neiges habitent dans les eaux les plus froides de la mer du Japon et sont en général capturés à des profondeurs allant jusqu'à 1000 mètres. Ils sont souvent proches des ports aux alentours des préfectures du nord de Honshu ainsi qu'à Hokkaido. Pour profiter de toute leur saveur, il est essentiel de déguster le crabe des neiges peu de temps après qu'il ait été pêché. Et pour choisir le bon crabe, observez son ventre. S'il est de couleur blanchâtre, c'est le signe d'une chair abondante.
Enfin, le crabe des neiges rouge est appelé ainsi parce qu'il a une couleur rouge avant de bouillir et vit dans des mers plus profondes que le crabe des neiges ordinaire. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, il va falloir que je termine tranquillement mon repas et j'espère que ça va vous plaire parce que quand vous venez ici, je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer. Mon corps a dû synthétiser une masse de vitamine D. Couplé au bain minéralisant de cette nuit et l'apport minéral et vitaminique du crabe des neiges, autant vous dire que je me sens plus qu'en pleine forme. J'ai tellement bien mangé au soleil. Il me reste une énorme canette de bière à la main. J'aperçois devant moi un emplacement pour la poser. À gauche, il y a même un plateau pour placer son café avec une pâtisserie. Ce n'est pas la première fois que je le remarque. Au Japon, il y a un sens du détail assez pointu pour assurer un certain confort, quelle que soit la situation. Je me retrouve dans cette mentalité. Ça m'inspire. Enfin, il faut que je termine ma bière. À la vôtre. Les jardins japonais. À peine les yeux rivés sur l'un d'entre eux, je ressens déjà un apaisement intérieur. Rien de surprenant là-dedans, puisque ces jardins ont été conçus pour faciliter la méditation. Cette fois, je ne suis pas venu ici pour ça, mais apprendre les vertus de la pierre de jade sur mon corps en réalisant moi-même un bracelet. Quand vous arriverez à cet atelier, on vous explique comment enfiler délicatement des perles de jade sans les abîmer, puisque chaque pierre, en plus d'être très précieuse, vaut très cher. Le jade est connu pour ses bienfaits sur le corps. Il y a des bienfaits que j'ignorais. En lithothérapie, le jade maintient la bonne santé du système urinaire, aide à atténuer les infections urinaires, protège de la déshydratation et est bénéfique à la vessie. C'est pas aussi simple que ça parce que c'est tout petit. J'essaye de trouver le trou mais c'est difficile. De plus, il est extrêmement bénéfique pour la régulation des reins et des glandes surrénales. J'ai un petit souci, c'est que j'ai tordu le fil de fer. C'est un travail de précision. Et là, j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perles. Et j'en ai encore, je sais pas combien, avec 15. Je peux en rentrer 15 encore. La jade, jadéite, est très appréciée pour ses pouvoirs curatifs. En effet, elle est très bénéfique aux testicules et pourrait aider en cas de fertilité. Bien que cette information soit cruciale pour l'avenir de l'humanité, en ce qui me concerne, je pense que je ne mettrai ce bracelet nulle part ailleurs que sur mon poignet. Après cet atelier, je vous emmène au musée d'art de Tanimura, qui conserve précieusement 10 célèbres sculptures bouddhistes créées par maître Seiko Sawada, qui est considéré comme le plus grand sculpteur moderne d'art bouddhiste du Japon. Cette fois, je ne vais pas me lancer dans une analyse de ce que l'artiste a voulu me montrer. Je vous laisse le plaisir de voir par vous-même. Je préfère être plus personnel et vous partager ce que je perçois de manière générale de la sculpture japonaise. Ce que j'aime au Japon, c'est leur façon de mettre en avant le sens caché des choses par le biais de la matière. À mes yeux, la sculpture sous l'œil nippon lui donne un sens. Elle l'humanise. La sculpture, c'est la représentation d'un objet réel par la vision d'un être spirituel. De ce que je ressens de l'imaginaire japonais, c'est que toute chose, animée ou non, peut être habitée par un esprit. En sortant à l'air libre, je me sens l'esprit nettoyé. Et cette sensation s'est encore intensifiée quand mes yeux se tournent vers les jardins Gyokusuen. Plus j'analyse l'histoire de l'art botanique japonais, plus je me rends compte que ma vie aurait pu complètement basculer vers une toute autre carrière. Parfois, je me dis que si j'avais vu ce type de jardin à l'époque où j'ai appris à marcher, je veux dire à l'époque où les vocations se créent, il y aurait eu de fortes chances que je devienne architecte paysagiste ou un métier artistique en lien avec la nature. Je trouve de la beauté dans cette vocation, de l'apaisement. Rien qu'en simple visiteur, je perçois les bienfaits de cet art sur mon âme, sur ma psychologie. Et c'est en me rendant dans le jardin de jade que je vais pouvoir illustrer mes propos et peut-être même influencer votre approche de l'art dans l'agencement des jardins et vous le faire apprécier autant que moi. Avant la première fois où j'ai mis les pieds dans ce pays, j'avais le cœur lourd pour différentes raisons. Et cette culture nippone, dont j'avais une connaissance partielle, m'a apporté un calme dans l'âme que je n'aurais pas pu espérer dans la détresse.
J'ai passé un peu de temps à regarder les œuvres sculptées en jade dans l'exposition à l'entrée, mais j'ai préféré consacrer mes derniers instants de la journée dans le jardin. Pour aller à l'essentiel, sachez que la composition d'un jardin japonais suit 3 grands principes. La reproduction de la nature en miniature, le symbolisme, et enfin la capture de paysages qui utilisent des éléments distants et extérieurs au jardin, comme une colline ou la mer par exemple. La simplicité est une caractéristique importante dans la plupart des styles japonais. Oh, il y a un banc. Ah, ben je vais m'asseoir. Parce que là, je crois qu'il y a une vue magnifique sur le parc. Je ne serais resté qu'une journée ici, et pourtant, j'ai eu la sensation d'avoir eu un séjour si rempli. Il y a encore tant de choses à voir ici à Itoigawa, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. J'aurais tant appris une fois de plus sur l'âme du Japon. En cette fin de journée, j'ai voulu me poser une dernière fois devant la mer du Japon. Juste ressentir le bruit des vagues, la douceur du vent, le cri des oiseaux, et inspirer très fort une dernière fois, comme pour remercier la nature pour tout ce qu'elle m'a offert. M'exposer au soleil, manger aussi sainement, minéraliser mon corps avec de l'eau d'origine volcanique et me nourrir des bienfaits de la jade sur tout mon corps. Dans un monde où tout va si vite, nous avons sûrement oublié à quel point la nature regorge de trésors pour nous les êtres humains. La vie est comme la nature, parfois calme, souvent agitée. Alors pour tenir tête face au vent, je me suis toujours dit cette pensée que je crois profondément. Tant que vous respirez, tout va bien dans votre vie, car vous pouvez encore avancer et accomplir de très belles choses devant vous, et ce, quel que soit votre âge. J'ai quitté Itoigawa pour faire une petite escale à Kanazawa, un retour aux sources dans la terre des samouraïs. Kanazawa. Comme je suis déjà venu ici pour tourner la 2e saison de ma série Japon qui es-tu, c'est avec une belle nostalgie que je retrouve cette ville. Je vous emmène expérimenter un style de cuisine typiquement japonais appelé teppanyaki, qui utilise une plaque de fer pour cuire les aliments. Traditionnellement, on vous propose un bon saké, une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du riz. Pour revenir à la cuisson, l'huile de soja est généralement utilisée pour cuire les ingrédients. Ici, le grand chef nous propose en accompagnement des croustilles d'ail que l'on déguste comme des chips. Mais d'autres accompagnements comme des germes de haricots mongo ou du riz frit peuvent tout à fait vous être proposés. Au Japon, de nombreux restaurants teppanyaki proposent du bœuf de Kobe. Cette viande est une délicatesse appréciée pour sa saveur, sa tendreté et sa texture grasse et bien marbrée. Quand je dis marbrée, cela signifie que cette viande contient diverses quantités de graisse intramusculaire, ce qui lui donne un aspect similaire à un motif en marbre. Ce que j'aime dans le concept teppanyaki, c'est qu'en plus d'être un gastronome, vous êtes aussi un spectateur face au show d'un grand chef cuisinier japonais. Bien cuit à l'extérieur et un peu saignant à l'intérieur. Le repas me semble très prometteur. Bon, il faut que je vous avoue une chose. J'ai perdu un pari avec mes amis reporters et j'ai eu droit à un gage. Un truc que je n'ai jamais fait de toute ma vie. This is my. I don't know how many. How do you say that? Glass? Verre. Comment on dit un verre? On dit un verre. Glass. How many glass I took today? Hein? You told me too, okay? Kampai. Why? Kampai. CNN studios in Los Angeles. Icon David. Major figures in the world. He is David Mintra.
Tu peux maintenant me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter en tapant David Mintra. J'ai aussi un blog à l'adresse davidmintra.com où tu pourras retrouver entre autres mes guides de voyage complets sur plein de destinations. Et si cette vidéo t'a plu, pour soutenir ma chaîne, n'oublie surtout pas de cliquer sur le pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche afin d'être alerté du prochain épisode. Allez, à bientôt.